Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc pour ce dernier cours de l'année 2020. À ce propos, en ce qui concerne le mois de janvier et la reprise après les vacances, je n'ai pas exactement les dates pour les prochains cours, que ce soit pour les cours de maths, d'informatique et pour les émissions de radio de maths et d'informatique. Donc il faudrait que vous vous reportiez à l'emploi du temps qui sera publié sur le site de l'UTL, comme chaque semaine. Alors je pense que ça sera publié soit en fin de semaine, soit pendant les vacances. Pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. On continuera pour le moment, de toute façon, tant qu'on ne peut pas reprendre les cours en présentiel. Je continuerai à faire une vidéo tous les 15 jours en maths et en informatique et une émission de radio en maths et en informatique tous les 15 jours. Alors, je vais continuer aujourd'hui un peu le tour de l'interface d'Ubuntu et des possibilités. Alors, ceci s'adresse bien entendu surtout à ceux qui débutent avec Ubuntu, ou à ceux même qui n'ont pas encore débuté mais qui souhaitent voir un peu comment ça fonctionne éventuellement pour avoir envie après de l'installer. Ce pourquoi je peux les aider d'ailleurs, je peux vous aider à l'installer. Donc la dernière fois, on avait vu que donc pour la distribution Linux qui s'appelle Ubuntu, quand on arrivait sur le bureau, disons que si on n'a pas modifié le bureau d'origine, moi c'est déjà un peu modifié là comme vous le voyez, je suis toujours pour ceux qui connaissent sur la version 18.04. Actuellement il y a une nouvelle version qui est la 20.04. Alors si on veut l'installer, il suffit de faire une mise à jour, mais pour le moment je ne l'ai pas encore fait. En général, sous Linux, sous Ubuntu, il n'est pas utile de faire des mises à jour fréquentes. Alors il y a certaines mises à jour qui sont bien entendu faites par le système lui-même et qu'il suffit en général soit de le laisser faire, soit d'accepter quand il vous demande s'il faut le faire. Ces mises à jour d'ailleurs ne perturbent jamais le fonctionnement dans le sens où vous pouvez continuer à travailler pendant la mise à jour. Et de temps en temps, il vous demandera peut-être de redémarrer à la fin de la mise à jour, mais de toute façon, vous pouvez même continuer, même s'il vous demande de redémarrer, vous pouvez continuer à travailler et redémarrer plus tard lorsque vous aurez fini de travailler. Ça ne pose aucun problème. De la même façon, si vous interrompez une mise à jour, je ne sais pas, par exemple, il y a une coupure de courant, ben ça ne pose non plus aucun problème, c'est-à-dire qu'au redémarrage, il continuera la mise à jour. Et tout ceci se fait de manière transparente, on dirait en informatique, c'est-à-dire sans que vous ayez à vous en préoccuper. Ce qui est déjà, de mon point de vue, un gros avantage par rapport à Windows, qui, lorsqu'il fait une mise à jour, tous les 4 matins, on est obligé d'attendre qu'il ait fini, ou qu'ils veulent bien nous laisser recommencer à travailler. Voilà. Alors, je vais continuer. La dernière fois, j'avais expliqué donc ce bureau. Je rappelle rapidement. Vous avez les parties importantes. Vous avez la barre ici, la barre supérieure, qui contient un certain nombre de choses sur lesquelles je vais revenir. Vous avez à gauche la barre des favoris qu'on appelle le dock, DECK, dans laquelle, comme son nom l'indique, on met les applications dont on se sert souvent, enfin les icônes des applications dont on se sert souvent, et qu'on peut à volonté ajouter ou retirer. Là, j'en ai beaucoup parce que j'utilise beaucoup d'applications en même temps pour préparer les cours ou pour d'autres raisons. J'y reviendrai après pour préciser un petit peu son fonctionnement. Alors, tout d'abord, je vais commencer par un point important parce que c'est souvent, quand on commence à utiliser Ubuntu, et même tout au long de l'utilisation, on a souvent besoin de faire des réglages, on a souvent besoin, ou envie d'ailleurs, de faire des réglages. Et ces réglages s'appellent la configuration ou les paramètres, ce qui correspond à peu de choses près au panneau de configuration sous Windows, pour ceux qui sont sous Windows. Alors, tout en haut à droite, ici, vous voyez le curseur où je l'ai mis, là en haut, ici. Vous avez donc, je l'ai dit la dernière fois, un certain nombre d'icônes sur lesquelles je ne reviens pas, et une toute petite icône, une flèche, sur laquelle quand vous cliquez, s'ouvre cette fenêtre.
Alors j'en avais parlé la dernière fois, mais je n'avais pas détaillé. Je précise pour ceux qui sont passés à la version 20.04 que cette fenêtre a un peu changé. C'est-à-dire que les éléments de la fenêtre ne sont plus au même endroit. Enfin, la plupart sont encore au même endroit. Mais disons qu'il y a eu des modifications. Par exemple, cette icône ici dont je vais parler, qui est l'icône des paramètres. Maintenant, vous avez une entrée ici qui s'appelle paramètres. Il suffit de cliquer dessus pour avoir la même chose. Donc ici, je rappelle, ça c'est important, vous avez le bouton qui vous permet d'arrêter Ubuntu, de le relancer ou de le mettre en veille. En général, Ubuntu est réglé pour que, mais ça, ce sont des choses qu'on peut changer, est réglé pour que si vous êtes sur un portable, lorsque vous refermez le portable, il se met en veille si vous ne l'avez pas arrêté par ce bouton en particulier. Et lorsque vous appuyez sur le bouton d'arrêt, il s'arrête. Mais ceci peut être modifié. Par exemple, on peut faire en sorte qu'en appuyant sur le bouton arrêt, il se mette en veille. Ce sont des réglages possibles. Donc j'en viens justement à ce type de réglage, pas à tous, parce qu'il y en a beaucoup. Donc je clique ici et s'ouvre la fenêtre qui s'appelle paramètres, vous le voyez ici. Et là, alors à gauche, vous avez un certain nombre d'onglets. Alors je vais l'agrandir. Pour agrandir une fenêtre, il suffit de se mettre sur le bord. Vous voyez qu'il y a une flèche, la flèche change le curseur change de forme. Et vous pouvez tirer vers le haut, vers la droite. Vous pouvez aussi mettre dans un coin et tirer en même temps sur la longueur et la largeur. Vous pouvez aussi, en cliquant sur ces trois icônes, là, vous pouvez fermer la fenêtre. C'est l'icône qui actuellement est en rouge avec une croix. Vous pouvez passer du mode fenêtre, comme ici, au mode plein écran, avec le bouton qui est au milieu, qui est un rectangle. Et vous pouvez passer avec ce bouton de gauche au fait de mettre la fenêtre en icône et vous ne la voyez plus. Mais en fait, elle est mise ici, dans le dock. Quand vous le mettez en icône, quand vous cliquez sur ce bouton, la fenêtre se met ici dans les icônes. Alors, donc cette fenêtre, elle est ici d'ailleurs, ici vous la voyez ici en bas, vous avez l'icône paramètres qui s'est mise là, alors qu'elle n'y était pas. Quand vous ouvrez une fenêtre, elle se met là, lorsque vous la mettez en icône. Alors, je vais commencer par je vais un peu passer en revue les différents paramètres. Vous avez les paramètres du Wi-Fi. Alors ça, c'est classique sur tous les ordinateurs, quels que soient les systèmes d'exploitation, que vous soyez sous Windows, sous Mac, sous Linux. Vous avez toujours, bien sûr, les réglages de type le Wi-Fi. Donc ici, vous avez la désactivation du Wi-Fi. Vous pouvez la désactiver. Ça s'appelle le mode avion. Là, il vous montre les réseaux qui sont visibles de l'endroit où vous êtes, les réseaux Wi-Fi. Donc là, il y a le réseau de chez moi, qui est ici, Corinne. Vous avez le Free Wi-Fi, parce que je suis chez Free, c'est un réseau de secours. Et vous avez l'imprimante, mon imprimante, puisque l'imprimante ici est en réseau en Wi-Fi, donc elle apparaît à cet endroit-là. Mais elle apparaît aussi à d'autres endroits. Et dans les Wi-Fi, dans les réseaux, vous pouvez régler ici un certain nombre de choses. En particulier, quand vous avez une roue dentée, comme ici, ça signifie qu'il y a des réglages possibles. Alors les réglages du Wi-Fi, je ne vais pas rentrer dans le détail, ce sont des réglages assez techniques. Mais là, par exemple, j'ai coché connexion automatique, ça signifie que lorsque j'allume mon ordinateur, ça se connecte au Wi-Fi. Si vous le décochez, ben vous serez obligé de le connecter à la main en passant par l'icône qui est ici en haut. Alors, vous avez d'autres choses dont je ne vais pas parler pour le moment. Si vous avez des questions là-dessus, j'y répondrai. IPv4, IPv6, sécurité, la vitesse de connexion, puis un tas d'informations. Donc, j'annule. Au début, il faut faire attention au contenu des fenêtres et être attentif. Finalement, c'est aussi un bon apprentissage de l'informatique, d'être attentif à comment sont organisés les réglages en particulier, mais aussi d'autres choses dans un système d'exploitation comme Ubuntu. Ensuite, vous avez le Bluetooth. Alors, le Bluetooth, moi, il est éteint. Vous voyez ici, vous avez souvent ici un bouton, un interrupteur qui vous permet de l'allumer ou de l'éteindre. Si je l'éteins, comme je fais moi, puisque je m'en sers très peu, ça veut dire que je ne l'aurai pas allumé au moment où j'ouvre mon ordinateur. Il faudra que je passe soit par ici, soit par une icône qui est là-haut, qui me permet de l'allumer au moment où je m'en sers. Alors l'arrière-plan, c'est
les arrière-plans pour le moment, je n'ai laissé que les 2 arrière-plans qui sont fournis, qui sont installés, on va dire, au démarrage, mais vous pouvez bien sûr en ajouter d'autres. Voilà un exemple d'arrière-plan. Mais il suffit, on en parlera après, il suffit que vous mettiez vos images dans le dossier images, que je montrerai tout à l'heure, pour que vous puissiez le mettre, à partir de cette fenêtre ici, dans les arrière-plans, et de l'installer comme arrière-plan du bureau. Le dock, alors vous avez 2 types d'arrière-plan, un arrière-plan normal, on va dire comme celui-là, qui est actuellement installé, et l'arrière-plan quand l'écran est verrouillé, c'est-à-dire lorsque l'ordinateur est en veille, vous pouvez mettre un arrière-plan différent. Alors, tout ça, ce sont des choses à expérimenter. Il y a des tas de détails, des tas de points particuliers, mais bon, si vous avez envie de vous amuser avec ça, vous pouvez même mettre des arrière-plans qui changent. Alors il faut installer une application supplémentaire, mais c'est tout à fait possible. Alors, le dock. Alors le dock, j'ai dit, je vous rappelle, c'est la barre ici des favoris. Alors le dock, vous pouvez faire en sorte qu'il soit masqué automatiquement, c'est-à-dire qu'il se cache quand vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez modifier la taille. Vous voyez, moi, la taille des icônes est à 24. Et si vous regardez le dock pendant que je change ici, vous voyez que je peux changer la taille je peux les mettre plus petit. Ça peut être intéressant quand j'ai beaucoup d'icônes, mais je peux le mettre aussi beaucoup plus grand. Si je n'ai pas, je peux mettre les icônes plus grandes. Bon, là, je ne peux pas dépasser peut-être, je ne sais pas. Non, puisque j'ai trop d'icônes là. Donc, je reviens à... On peut installer d'autres docks aussi. J'ai dit que les interfaces d'Ubuntu, de Linux en général, sont extrêmement différentes et nombreuses. Par exemple, il y a des docks qui ressemblent à celui qu'il y a sur les Mac, des docks mobiles. Et on peut mettre ce dock, on peut le mettre... Alors, vous voyez ici, position sur l'écran. Je peux le mettre à gauche, c'est le cas actuellement. Je peux le mettre en bas. Vous voyez, là, il s'est mis en bas. Comme un peu sous Windows, en fait. Sous Windows et sous Mac, souvent, d'ailleurs, c'est aussi en bas. Je peux le mettre à droite. Enfin, c'est assez rare qu'on le mette à droite. Donc là, moi j'aime bien qu'il soit à gauche, donc je le remets à gauche. Et affichage intégré, ça veut dire que... Donc, vous pouvez l'afficher, le dock, sur l'affichage intégré, ou... sur un autre écran, puisque là, par exemple, actuellement, quand je vous parle, je travaille avec 2 écrans, et je peux faire en sorte que le dock soit aussi affiché sur l'autre écran, qu'il soit sur les 2, en même temps. Alors, les notifications, c'est pas très important, c'est quelquefois utile. Ça veut dire que vous pouvez activer ou désactiver les notifications de toutes les applications installées. Alors, beaucoup d'entre elles ne fournissent pas nécessairement des notifications. Qu'est-ce que c'est qu'une notification? Ben, c'est un petit message qui apparaît, en général, là-haut, pendant que vous faites autre chose, qui apparaît pour vous donner une information. Alors, il y a beaucoup de gens qui mettent les notifications en particulier pour le navigateur Firefox, parce que par exemple, vous pouvez avoir un message qui vous indique que vous avez un mail. Donc vous avez une petite fenêtre qui apparaît ici, et qui reste quelques secondes, et qui disparaît si vous ne faites rien. Si vous cliquez dessus, ça vous met dans la boîte de mail. Si vous le laissez, bah, il disparaît, puis c'est tout. Donc vous pouvez, pour chaque application intégrée, il y a la possibilité d'activer ou de désactiver. Moi, je les ai tous activés, mais la majorité ne donne pas quasiment jamais de notification. Une notification, ça peut être un message d'erreur, un logiciel qui se plante, par exemple. Ça peut arriver, c'est extrêmement rare, mais ça peut arriver. Et donc, vous avez dans ce cas-là une notification. Ou par exemple, la fin d'une sauvegarde. Si vous faites une sauvegarde d'un fichier, vous êtes en train de taper un texte avec LibreOffice, vous faites une sauvegarde et ça dure assez longtemps, ben vous aurez une notification qui apparaîtra disant que la sauvegarde est terminée. Bon, là c'est à vous de régler l'activation ou la désactivation. Donc si vous le désactivez, c'est ici, vous pouvez tout désactiver ou les désactiver un par un. Notification sur l'écran de verrouillage, c'est vraiment pas très important, ça veut dire que les notifications apparaissent même lorsque vous êtes en veille.
en verrouillage, c'est-à-dire, c'est un peu comme quand il y avait l'économiseur d'écran, le verrouillage. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus utiliser les applications, c'est un peu comme s'il était en veille. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble à ça. Alors, la recherche, ça veut dire que il y a un outil de recherche dont je parlerai après, et ça, ce sont les endroits, si vous tapez un mot-clé dans cet outil de recherche, il va chercher, avec ce que j'ai mis là, il va chercher partout sur l'ordinateur. Il va chercher dans vos fichiers, dans votre agenda si vous l'utilisez, dans les logiciels Ubuntu, dans la Logitech, dans les clés de mots de passe et dans le terminal dont j'expliquerai après la fonction. Autrement dit, et d'ailleurs on peut sans doute en ajouter, mais bon, personnellement, ça me suffit. Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé à vrai dire. Non, là on ne peut pas en ajouter. En tout cas, vous lui indiquez, par exemple, vous pourrez très bien enlever mots de passe et clés, parce que ça n'a pas grand intérêt à ce qu'il cherche dans vos mots de passe. Alors bien sûr, il ne va pas chercher votre mot de passe, puisque votre mot de passe est caché. Mais il va chercher votre nom, et après, il va vous fournir la possibilité d'entrer votre mot de passe. Si vous l'utilisez pour rechercher sur ce point. Ensuite, le réglage des langues et des pays. Alors, vous pouvez là ajouter des langues. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé. Ici, vous avez une icône où vous pouvez changer de clavier. Moi, j'ai installé le grec et le français, mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Vous les ajoutez ici. Et dès que vous en ajoutez une, elle va s'ajouter dans le menu qui est ici en haut pour vous permettre de changer rapidement de touches de clavier, de caractères sur les touches des claviers. Par exemple, si vous écrivez un texte multilingue, ça peut être utile d'avoir ce genre de choses à portée de la main. Alors, accès universel, c'est un ensemble de fonctions destinées aux personnes qui ont quelques difficultés motrices ou visuelles, ou audiovisuelles. Donc, vous pouvez modifier le contraste, avoir des textes plus grands, modifier la taille du curseur, des tas de choses. Une fonction de lecteur d'écran qui fait un zoom à l'endroit où vous êtes. Quand le curseur se déplace, ça agrandit la zone qui est autour du curseur, pour les gens qui ont des problèmes de vision. Alors les comptes en ligne, ce sont les réglages de tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire que moi j'utilise très peu les réseaux sociaux, à vrai dire, mais quand vous avez un compte Facebook, disons pour prendre le plus connu, vous pouvez le régler de façon à ce que, par exemple, justement, comme on disait tout à l'heure, les messages de Facebook, les notifications de messages apparaissent ici, et puis vous pouvez régler toutes les informations sur Facebook, vos mots de passe, etc., à travers ces icônes qui sont là. Il faut associer le compte, autrement dit, vous associez le compte à l'ordinateur sur lequel vous êtes. La confidentialité, ça signifie que vous pouvez régler un certain nombre de paramètres qui vont protéger vos données, qui vont protéger votre identité, par exemple. Donc, alors, verrouillage de l'écran, moi je l'ai désactivé. Ça veut dire que si vous l'activez, quand il va passer en veille, à la sortie de la veille, il va vous demander votre mot de passe. Ça, c'est pour éviter que vous laissiez votre ordinateur en veille sans vous en apercevoir. Et s'il n'y a pas de mot de passe, quelqu'un peut passer derrière vous et se connecter sur votre poste. Si vous activez, ce quelqu'un dont je parle devra mettre votre mot de passe. Les services de localisation, c'est justement la capacité d'être surveillé, c'est-à-dire la capacité pour, par exemple, si vous avez un portable, pour qu'on puisse savoir où vous êtes, à l'aide de différentes méthodes, par exemple la localisation Wi-Fi quand vous passez avec votre portable auprès de bornes Wi-Fi, la localisation GPS et des tas d'autres moyens. Donc vous pouvez désactiver toute forme de localisation. L'utilisation de l'historique, alors ça c'est pour les grands paranoïaques, c'est-à-dire que moi je l'ai activé, la confidentialité, c'est-à-dire que lorsque vous l'activez, votre l'historique de ce que vous avez fait est conservé. Parce qu'en fait, un ordinateur, même si il n'envoie pas les informations à des services qui s'en servent à des fins diverses,
il a besoin quand même de conserver sur l'ordinateur, et donc protégé par votre mot de passe, il a besoin de conserver un certain nombre d'informations sur ce que vous faites. Ça, c'est dû au fonctionnement même des systèmes d'exploitation. Ça, c'est incontournable. Mais ça n'est pas dangereux dans la mesure où personne d'autre n'accède à votre ordinateur. Sauf si votre ordinateur, bien sûr, quelqu'un a le mot de passe. Donc, il y a des gens qui préfèrent désactiver l'historique. Et dans ce cas, eh bien, on ne conservera aucune trace de vos activités sur l'ordinateur, quelles qu'elles soient. Alors, pareil pour les fichiers temporaires, parce que il y a des gens qui... Et la corbeille et les fichiers temporaires, quand vous mettez quelque chose à la corbeille, eh bien, on peut le retrouver. Donc, ça veut dire que, encore une fois, si vous mettez des documents sensibles à la corbeille, des documents de texte que vous avez tapés, par exemple, vous ouvrez éventuellement votre mot de passe, eh bien, vous le jetez un jour à la corbeille. Si vous ne videz pas la corbeille, quelqu'un peut le retrouver. Alors, si vous l'activez là, ça vide la corbeille automatiquement. Le signalement des problèmes. Alors ça, moi je ne l'ai pas fait, mais c'est parce que j'y ai pas pensé, à vrai dire. C'est-à-dire ça veut dire que vous pouvez envoyer des rapports d'erreur. Alors là, vous pouvez ouvrir cette fenêtre qui vous explique exactement ce qu'il envoie. Ce sont des données techniques, en particulier quand un logiciel se plante. Il envoie à Canonical, c'était écrit Canonical, c'est la boîte, l'entreprise qui gère Ubuntu. Donc il envoie aux techniciens de Canonical les informations sur le plantage. Alors vous avez le choix entre automatique, manuel et désactivé. Si vous passez en manuel, ça veut dire qu'avant de l'envoyer, il va vous demander. Si vous passez en automatique, il ne va rien vous demander. Et puis, la vérification de la connectivité, ma foi, je ne suis pas tout à fait sûr de savoir ce que ça veut dire. Bon, il vérifie que vous êtes connecté à Internet, mais je ne sais pas à quoi ça sert exactement. Le partage, eh bien, c'est la possibilité, il y a deux types de partage, on va dire. Le partage de vos fichiers, c'est-à-dire que vous pouvez faire en sorte, si vous avez plusieurs ordinateurs chez vous, vous pouvez, sur un réseau, bien sûr, soit connecté sur un réseau connecté à une box ou connecté par des câbles Ethernet ou en Wi-Fi. Vous pouvez partager des dossiers, c'est-à-dire que vous pouvez désigner à un endroit que tel dossier est visible par les autres ordinateurs, ce qui fait que les autres ordinateurs, les autres personnes pourront y déposer des dossiers et aller en chercher avec votre autorisation. Il leur faudra en général un mot de passe, pas le vôtre. Un mot de passe particulier qu'ils auront pour accéder, non pas à votre ordinateur, mais au dossier que vous aurez partagé. Bon, je ne vais pas en parler parce que c'est un peu technique, mais encore une fois, quand vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser. Le son, bon, c'est sur les réglages du son, alors vous avez le volume de sortie. Ici, vous avez, alors le volume de sortie, c'est les haut-parleurs. Vous avez en entrée, vous avez le volume, et là vous voyez que ça bouge parce que je suis en train de parler, le volume du micro, des micros internes. Vous avez des effets sonores, alors moi je les désactive. Les effets sonores, c'est quelque chose que je trouve assez énervant, c'est quand vous appuyez sur une touche, ça fait bip par exemple. Ou lorsqu'il y a une erreur, ça fait bip. Donc moi je désactive tous les effets sonores. Si vous voulez les activer, vous pouvez mettre un aboiement, par exemple, à chaque fois que vous tapez sur une touche. On va dire que ça risque d'être très vite difficile à supporter. Et là, vous avez les applications qui, actuellement, utilisent la carte son. Parce que, actuellement, j'ai des applications en cours, en particulier, d'ailleurs, ce que je suis en train d'enregistrer, qui s'appelle, enfin, le logiciel qui me permet d'enregistrer ce que je suis en train de vous dire, qui s'appelle VocoScreen. La gestion de l'énergie, donc, vous pouvez... Là, vous avez par exemple le temps qui reste sur la batterie. Là, vous ne pouvez pas le régler, à vrai dire. C'est une information qui vous est donnée par le système. Vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Ça se règle aussi ici, tout en haut, hein, dans les petites icônes qui sont là. Vous pouvez assombrir l'écran au bout d'un certain temps. Alors, par exemple, ici, moi, je mets l'écran noir au bout de 5 minutes. Ça veut dire qu'au bout de 5 minutes, les applications ne vont pas s'arrêter, l'ordinateur non plus. Mais il n'y aura plus d'écran. Pourquoi on fait ça? C'est parce que l'écran, c'est la partie de l'ordinateur qui consomme le plus d'énergie. Donc, soit pour des raisons financières, soit pour des raisons écologiques,
vous pouvez avoir envie de faire en sorte que ça ne consomme pas trop. Ce qui fait que là, au bout de 5 minutes d'inactivité, si vous ne touchez pas au clavier, si vous ne touchez pas à la souris, eh bien, il va se mettre en écran noir. Vous n'aurez qu'à appuyer n'importe où sur le clavier pour qu'il revienne à l'écran où vous étiez précédemment. Vous avez à nouveau le réglage du Wi-Fi, alors que vous pouvez désactiver justement lorsqu'il se met en veille, pour économiser l'énergie. Ensuite, vous avez la mise en veille automatique, donc moi c'est activé. Et alors là-bas, c'était l'écran noir, c'est pas tout à fait la même chose. L'écran noir, c'est un peu comme un écran de... Comme avant, lorsqu'il y avait des écrans de... Le nom ne me revient plus, je l'ai dit tout à l'heure. Sinon, la mise en veille, ça veut dire que l'ordinateur va conserver tout ce qui est en cours, mais se mettre dans un état de très basse énergie. Alors, vous pouvez régler le temps de mise en veille sur batterie ou sur secteur. Vous voyez, moi sur batterie, j'ai mis 15 minutes. Donc, d'abord, ça vous évite de consommer trop de batterie si vous n'utilisez pas votre ordinateur, mais que vous ne l'avez pas arrêté. Et pour le secteur, j'ai mis plus long, j'ai mis 2 heures avant qu'il se mette en veille. Vous pouvez aussi désactiver ce genre de choses. Et là, je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque le bouton d'extinction, c'est-à-dire le bouton sur lequel vous appuyez sur le côté de votre ordinateur ou au-dessus, est enfoncé, vous pouvez choisir entre éteindre, mettre en veille ou rien. Alors rien, ça n'a pas grand intérêt parce que du coup, vous ne pouvez pas, ça ne sert à rien d'appuyer dessus. Mais vous pouvez faire en sorte qu'il mette en veille plutôt que de l'éteindre. Alors les réseaux, c'est ce qu'on a vu. Pardon, non, c'est pas ce qu'on a vu parce que ça, c'est le réseau filaire. Tout à l'heure, on a vu le réseau Wi-Fi. Ça, c'est le réseau filaire. Et alors ici, j'ai pas de câble Ethernet connecté. S'il était connecté, ça serait allumé ici. J'ai pas de VPN, là je ne vais pas rentrer, ni de serveur mandataire, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans ces détails techniques. Ici, vous avez les deux derniers, sont en fait des sous-menus. Vous avez périphérique. Donc ça ouvre un écran, et il ne faudra pas oublier d'y revenir. Ici, vous reviendrez aux paramètres, donc je reviens aux paramètres d'origine. Donc périphérique. Et là, je peux régler, alors ce qu'on appelle périphérique en informatique, c'est tout ce qu'on attache, on va dire, à l'ordinateur. L'écran, le clavier, la souris, l'imprimante, et des tas d'autres choses, y compris les disques durs externes, par exemple. Donc, alors les écrans, vous pouvez régler, vous voyez qu'ici, j'ai 2 écrans. Je peux déplacer l'un par rapport à l'autre. Alors ça, c'est une question d'arrangement personnel, ça ne va pas déplacer les écrans physiquement, bien entendu, mais ça veut dire que quand je vais vouloir sortir pour aller sur un autre écran, je sortirai plutôt d'un côté que de l'autre. Je peux même les mettre les uns sur les autres. Alors on peut joindre les écrans, c'est ce que j'ai fait là. On peut cloner les écrans. Alors quand on joint les écrans, on a en fait 2 écrans distincts. C'est-à-dire que ce que j'ai sur l'autre écran, que vous ne voyez pas, parce que le système que j'utilise n'enregistre qu'un seul écran, ce que j'ai sur l'autre écran n'est pas pareil que ce que j'ai sur cet écran que vous voyez. Si vous mettez cloner, vous avez la même chose sur les 2 écrans. Ça peut servir par exemple avec un vidéoprojecteur, parce que l'écran peut être un vidéoprojecteur. Quand vous le connectez, il apparaît là, autrement dit. Et puis, l'écran unique, ça veut dire que c'est comme si vous aviez un seul grand écran. Pas 2 écrans différents, mais un seul grand écran. Alors, vous pouvez orienter différemment. Vous voyez ici, il y a les réglages pour les 2 écrans, pour l'affichage intégré, c'est-à-dire celui sur lequel je suis, et pour l'écran externe qui est à côté de moi. Vous avez donc, vous pouvez l'orienter en mode paysage, mais enfin bon, il faut faire très attention parce que si vous le mettez en mode... vous pouvez le tourner, autrement dit, mais après, ça devient difficile de manœuvrer la souris parce qu'elle a tendance à un peu aller dans tous les sens. Vous pouvez modifier l'échelle, c'est-à-dire agrandir finalement ce qui apparaît à l'écran. Donc je reviens en arrière, j'étais, vous vous souvenez, sur périphérique. Je reviens à détail. Donc autre menu, le dernier. Alors ce menu contient d'abord ce qu'on appelle à propos, ce sont les informations sur votre système, hein, le nom de l'ordinateur, la mémoire vive, la mémoire qu'il y a sur la RAM, c'est-à-dire la mémoire vive, le processeur, la carte graphique, etc.
GNOME, c'est, je l'ai expliqué la dernière fois, GNOME, c'est votre interface de bureau, qui s'appelle comme ça. GNOME, j'avais dit qu'il y en avait plusieurs possibles. Là, c'est GNOME que je vous montre. Et le disque qui est installé dessus. Enfin, il y a deux disques sur cet ordi, il n'en montre qu'un, qui a 186 Go. C'est purement à titre informatif. Et vous pouvez ici rechercher les mises à jour, mais c'est très rare qu'on passe par là. Il y a d'autres façons de le faire. Ici, vous pouvez régler... bon, l'ATR automatique, ça paraît évident qu'il faut le mettre, hein, sinon vous allez devoir le mettre à l'heure de temps en temps. Vous pouvez régler le fuseau horaire, par exemple quand vous voyagez. Normalement, il se règle seul. Quand vous vous déplacez, il se règle seul. Et puis vous pouvez régler l'heure, vous pouvez la mettre sous format 24 heures ou 12 heures. Bon, ça, tout ça, c'est pas très important. Les utilisateurs, alors... Sur un ordinateur comme Linux, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs. D'ailleurs, sous n'importe quel système, vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs. Ça veut dire que vous pouvez, par exemple, si je n'utilise pas mon ordinateur, je peux le prêter à quelqu'un qui aura son propre mot de passe, ses propres applications, et qui sera listé ici dans les utilisateurs. Si vous mettez ici connexion automatique, alors je ne peux pas le faire parce qu'en fait, pour modifier cette page-là, il faut d'abord déverrouiller ici. Parce que c'est quelque chose d'assez sensible. Là, vous allez toucher à la capacité d'avoir un mot de passe ou pas. Donc, si je déverrouille, oui, il me demande mon mot de passe. Bon, je ne vais pas le faire, encore que ça n'a pas d'importance. Donc, alors, oui, je précise pour les gens qui n'ont pas l'habitude, mais ça va être vrai sur Windows aussi, ou sur Mac, c'est que quand vous tapez votre mot de passe, il ne l'affiche pas. Enfin, il affiche des points, ou même il n'affiche rien, quelquefois. Donc, ça ne veut pas dire qu'il ne fait rien. Il tient compte de ce que vous avez fait. Voilà. Alors, vous voyez qu'il a... Ça, c'est déverrouillé. Et donc, ici, je peux maintenant... Moi, je suis sur connexion automatique. Ça veut dire qu'au moment où l'ordinateur s'allume, ça, c'est pas très prudent, mais enfin, bon, je ne sors pas beaucoup avec le portable. Au moment où l'ordinateur s'allume, il ne me demande pas le mot de passe pour me connecter. Mais il me le demande à d'autres moments. Mais par contre, si je fais ça, eh bien, il me demandera un mot de passe à chaque fois que c'est conseillé de faire ça, hein, à chaque fois que je me connecte. Et je peux ajouter des utilisateurs. Je suis administrateur, la première personne qui utilise l'ordi est l'administrateur du système. Je peux ajouter d'autres utilisateurs. Enfin, ici, les applications par défaut. Je peux aussi en supprimer ici en bas, hein, supprimer l'utilisateur, mais là je ne peux pas le supprimer parce qu'il n'y en a qu'un. Obligatoirement, il doit y avoir toujours au moins un utilisateur. Et les applications par défaut, bien, vous pouvez choisir parmi toutes les applications que vous avez installées, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez utiliser. Par exemple, quand vous allez chercher un site web, moi j'utilise Firefox, mais j'ai aussi d'autres navigateurs, Next et Chromium. Et donc, je pourrais mettre ceci. Ça veut dire qu'à chaque fois que je voudrais aller sur un site web, il va m'ouvrir Firefox, en ce qui me concerne. Ça, c'est pour les mails, la messagerie, le calendrier dont je ne me sers pas. Alors, la messagerie, je pense qu'il n'y en a pas d'autres d'installer, non. Pour la musique, pour écouter de la musique, vous avez plein d'applications. Enfin, ces musiques, il y en a certains qui font aussi la vidéo, on va dire, parce qu'il y en a qui s'appelle vidéo. Donc, ce sont toutes les applications qui permettent soit d'écouter de la musique, soit de travailler sur des fichiers musicaux. C'était ici, pardon, c'était pas au-dessus, c'était ici. Pour la vidéo, pareil. Alors, en général, moi, j'utilise VLC, mais vous en avez plein d'autres. Vous pouvez les essayer. En fait, en gros, ce sont les interfaces qui changent la présentation. Après, ils lisent tous toutes les vidéos et toute la musique possible. Et Shotwell, c'est un gestionnaire de photos, donc ça vous fait des galeries photos, des albums photos. Et là aussi, il y en a plein, qui sont plus ou moins... Il y a même des éditeurs d'images, c'est-à-dire qu'il y a pour traiter les photos et les images en général. Mais vous avez, pour afficher des photos, vous pouvez utiliser aussi Firefox, et vous en avez d'autres comme Shutter, etc. Bon. Donc vous avez des réglages, alors des applications par défaut, ça signifie, ce sont celles qui vont s'ouvrir automatiquement lorsque vous allez essayer d'utiliser cette fonction. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en utiliser un autre, mais il faudra lui dire, au moment où vous voulez utiliser, lequel vous voulez utiliser, sinon il vous ouvrira celle-là. Bon,
là, vous avez vu à peu près tout ce qui est utile dans les paramètres. Donc, vous n'oubliez pas, là, je le ferme hein, complètement. Vous voyez qu'ici, l'icône qui était en bas a disparu. Et donc, pour y revenir, je vous rappelle, c'est ici, en passant par là. Alors, je vais continuer en vous montrant quelques petits détails sur cette interface toujours. Pour le moment, vous n'avez rien à l'écran. Mais ça ne veut pas dire que rien n'est actif. Il y a des applications en tâche de fond qui sont en train de fonctionner, qui sont en veille, à vrai dire. Parce que j'utilise plusieurs applications en même temps. Donc ça veut dire que si vous voulez ouvrir une application, ben vous pouvez cliquer ici. Par exemple, sur ça c'est une calculatrice. Et vous voyez que, alors ça ne se voit pas très très bien parce que c'est petit, vous avez à côté de certaines icônes une petite flèche rouge ou plusieurs flèches rouges quelquefois. Ici en bas par exemple, GeoGebra, qui est un logiciel de géométrie, il y a 2 flèches rouges. Ça veut dire d'abord, quand il y a une flèche rouge ou plusieurs, ça veut dire que l'application est active en ce moment. Et quand il y a plusieurs flèches rouges, ça veut dire qu'il y a plusieurs fenêtres de la même application qui sont actives. Bon, donc par exemple, j'utilise, je l'ai dit tout à l'heure, VocoScreen pour enregistrer. Hein. Il est actif et vous ne le voyez pas. Alors là, non pas parce qu'elle est en tâche de fond, mais parce qu'elle est sur l'autre écran, pour éviter de perturber de cacher cet écran. Bon, en fait, comment passer d'une application à l'autre? Eh bien, il y a 2 façons de le faire, enfin, au moins 2. Ici, vous avez quelque chose qui s'appelle Activité. Si vous cliquez sur Activité, il affiche, alors il affiche sur les 2 bureaux, donc vous n'en voyez qu'une partie, il affiche toutes les fenêtres qui sont actuellement actives. Vous voyez qu'il y en a pas mal. Hein. Par exemple, ça c'est le navigateur Firefox. Donc si vous voulez en ouvrir une, par exemple ça c'est GeoGebra, et vous voyez que GeoGebra, enfin vous voyez si vous le connaissez qu'ici, il y a 2 fenêtres de GeoGebra, 2 fenêtres de géométrie qui sont activées. Donc un moyen d'ouvrir une application, de réouvrir une application qui est cachée, c'est de cliquer sur Activité. Et en cliquant à nouveau sur Activité, ça va se fermer. Avant ça, je dis, tout à l'heure, je donne un point particulier. Avant ça, avant de refermer, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait un système de recherche. Eh bien, c'est là aussi. Vous voyez, vous avez recherché. Et si vous mettez un mot là, il va chercher sur votre ordinateur tous les endroits où ce mot apparaît. Et il va vous afficher une liste dans laquelle vous pourrez choisir. Dans les lieux que vous avez validés tout à l'heure dans les panneaux de configuration. Donc, ici, je ferme les activités, je reviens donc à mon bureau. Une autre façon que moi j'utilise beaucoup de passer d'une activité à l'autre, c'est d'appuyer sur une combinaison de touches. Alors, sous Linux, beaucoup plus que sous Windows, en tout cas c'est une question d'habitude plutôt des utilisateurs de Linux, les utilisateurs de Linux utilisent beaucoup plus le clavier que la souris, dans certaines fonctions en tout cas. Donc, à chaque fois que vous avez une fonction à laquelle vous pouvez accéder par les menus, donc par la souris, vous avez une combinaison de touches équivalentes qui permet de faire la même chose. Donc ici je vous ai montré les activités. Et je vous montre comment passer d'une activité à l'autre avec la souris. Alors, c'est une combinaison de touches. Il vous faut mettre le doigt sur Alt. Alt, c'est la touche qui est à gauche de la barre d'espace. Vous mettez le doigt sur Alt et vous le laissez dessus. Et vous avez tout en haut à gauche une touche qui s'appelle Échappe. Alors, soit c'est écrit Échappe, soit c'est écrit Escape, c'est-à-dire ESC. Et en cliquant, à chaque fois que vous cliquez dessus, vous passez d'une fenêtre à l'autre. Vous voyez, je suis en train de passer en revue. Là, il est en train de passer sur l'autre écran. Là, il est revenu à cet écran-là. Sur l'autre écran, j'ai 2 fenêtres. Donc, vous voyez que si je veux, par exemple, revenir à Firefox, eh bien, je m'arrête là, je lâche la touche Alt, et maintenant, je suis sur Firefox. Et si je suis sur Firefox et que je veux basculer sur une autre application, ben, je reprends Alt Échappe.
Alors moi j'utilise très souvent ça parce que je lis, ou même pour les vidéos, ou quand je lis quelque chose, je lis et je prends des notes en même temps. Et donc je bascule entre l'écran, par exemple d'une vidéo que je suis en train d'écouter, ou cet écran-là, et avec Alt et Chap, je bascule sur un endroit où j'ai d'autres applications en cours. Oui, ça c'est un lecteur de PDF. Là c'est GeoGebra. Donc vous avez cette possibilité de basculer. Là je suis revenu à Firefox. Donc en fait c'est un système, c'est un circuit, c'est une boucle qui active une par une toutes les fenêtres. Alors bien sûr vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres en même temps. C'est-à-dire que d'abord, alors là vous ne pouvez pas ouvrir deux fenêtres en même temps si la fenêtre occupe tout l'écran. Mais les fenêtres, bien entendu, vous pouvez modifier leur taille. Alors, la façon la plus générale de modifier leur taille, c'est d'abord qu'elles ne soient pas en plein écran. Donc, soit vous passez par le bouton qui est là, qui vous permet de revenir en mode fenêtre, soit vous prenez le haut de la fenêtre, ici, la barre du haut, et avec le bouton gauche, vous la tirez, donc elle se met en mode fenêtre, et par exemple, vous pouvez la mettre ici. Du coup, je vais chercher avec Alt et Chap une autre application. Donc, je vais prendre, par exemple, ce lecteur PDF qui me lit des documents que je suis en train de lire. Et alors là, c'est pareil, je le mets à l'écran, donc il se met en plein écran, mais je peux prendre en haut, ici, et le mettre, et je peux avoir plusieurs fenêtres. Alors, il y a aussi un moyen de faire en sorte qu'elles occupent exactement la moitié de l'écran. Par exemple, si je suis sur cette fenêtre-là et que j'appuie sur la combinaison de touches, alors là, c'est pas la touche Alt comme tout à l'heure, c'est la touche qui est juste à côté, qui représente en fait le symbole de Windows. Ça, c'est un exemple de l'hégémonie insupportable des systèmes comme Windows. C'est-à-dire que vous avez un ordinateur comme le mien qui n'a pas Windows, vous l'avez acheté non pas pour qu'il n'y ait pas Windows, mais parce que ça ne vous intéressait pas, et il y a quand même une touche Windows, alors qu'un clavier, ça devrait être neutre. Il ne devrait pas y avoir une touche Windows, pourquoi pas une touche Mac aussi. Donc, cette touche, sous Linux, elle ne s'appelle pas Windows, elle s'appelle Super. Alors, vous appuyez cette fois-ci sur la touche Super, et sur la flèche droite, la flèche gauche, pardon, de votre clavier, qui est en général sur le côté du clavier, et vous voyez, ça se met sur la moitié, ça occupe la moitié. Je passe sur l'autre fenêtre, et cette fois-ci, je réappuie sur la touche Super, et la flèche droite, et j'occupe l'autre moitié. Alors après, bien sûr, je peux modifier la taille quand même la taille des fenêtres, si je veux. Je peux, vous voyez, quand je fais ça, elles restent collées l'une à l'autre. Donc quand on utilise deux fenêtres, ça peut être utile de faire ça. Vous voyez ? Alors si vous voulez, donc, je vous ai expliqué, cette touche Super, combinée avec les touches droite et gauche, permet de mettre les fenêtres à droite ou à gauche sur un demi-écran. Et vous pouvez les permuter. Là, par exemple, la fenêtre de gauche, si je suis dessus et que j'appuie sur Super droite, elle vient à droite, mais du coup, elle recouvre l'autre, ce qui n'est pas très pratique. Donc, je la laisse comme ça. Maintenant, si vous voulez revenir en plein écran, deux méthodes. Soit vous appuyez sur Super et flèche vers le haut, soit vous double-cliquez sur la barre du haut. Et ça ne marche pas. Non. Donc il faut que j'appuie sur... Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas là. Voilà, là j'ai appuyé sur Super et flèche vers le haut, et ça occupe tout l'écran. Celle qui est derrière, bien sûr, n'a pas bougé, elle est restée sur la moitié droite. D'ailleurs, je peux y repasser en prenant, ça fait un petit exercice, Alt et Chap, vous voyez, il bascule sur l'autre, et cette fois-ci, celle-ci, je peux la mettre aussi, je vais essayer comme ça, oui, mais là, il veut bien, je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure, il ne voulait pas. Peut-être que lorsqu'il y en a deux, peut-être on ne peut pas le faire de cette manière-là. Bon, alors, en passant toujours avec Alt et Chap, je reviens à Firefox. Bon, voilà pour on va dire, le fonctionnement de base de l'interface de Linux, d'Ubuntu en particulier.
et plus précisément pour ce qu'on appelle le bureau GNOME. Alors, il y a d'autres choses importantes concernant Linux, deux autres choses importantes. Je vais vous parler maintenant. La première, c'est la gestion des fichiers. C'est-à-dire ce qui s'appellerait sous... Enfin, le logiciel dont on va se servir, c'est ce qui s'appellerait l'explorateur Windows. C'est ce qui s'appelait l'explorateur Windows avant, peut-être encore maintenant, je ne sais pas, dans Windows, et qui s'appelle Finder pour les Mac. Alors, pour la gestion des fichiers, il y a différentes façons d'y accéder, mais il y a ici quelque chose qui s'appelle... Alors, attendez, j'ai un problème avec le deuxième écran qui m'empêche d'ouvrir correctement la fenêtre ici. Je ne sais pas pourquoi. Oui, donc voilà. Mais... décidément. Voilà. Donc, cette icône s'appelle Fichier et contient ce qu'on appelle l'explorateur du fichier. Alors, la gestion des fichiers sous Linux en général et sous Ubuntu en particulier est extrêmement différente de la gestion. L'organisation des fichiers est extrêmement différente de l'organisation sous Windows. Sous Linux, sous tous les systèmes Linux, vous n'avez pas, comme sous Windows, un disque C, un disque D, etc. Vous avez, même si vous avez plusieurs disques, vous avez une seule, en fait, l'organisation des fichiers est telle que vous ne voyez qu'un seul ensemble de fichiers. Et cet ensemble de fichiers, c'est ce qu'on appelle la racine. Ça correspond ici, vous le voyez, à ce symbole-là, la racine. Alors si je clique sur la racine, j'obtiens tout ce qui est accessible sur à la fois les deux disques durs que j'ai sur ce portable et éventuellement sur les clés USB, qui sont par exemple indiquées ici. Mais en tout cas, je pourrais passer par ici pour y accéder. Alors, j'explique d'abord l'organisation, pas en détail parce que c'est complexe. Disons que vous avez des tas de dossiers, dont certains, comme bin, contient le système Linux lui-même, par exemple, les applications de base du système Linux, et vous avez des tas de dossiers dans lesquels il y a des fichiers, bien entendu, si je double-clique dessus, il y a des applications sur lesquelles je pourrais cliquer et les exécuter. Mais en tout cas, ceci c'est un dossier extrêmement sensible. Je reviens en arrière. Alors, je peux revenir en arrière en appuyant sur cette flèche-là. Donc je remonte au niveau au-dessus. Là, si vous voulez, c'est la base de tous les dossiers, de tous les disques. Alors, vous n'accédez en général pas à ça. C'est-à-dire que si vous essayez, par exemple, de supprimer le dossier bin, d'abord, vous allez planter l'ordinateur, mais vous n'y arriverez pas parce qu'il va vous demander un mot de passe, il va vous expliquer que qu'il ne faut pas faire ça, quoi, en fait. Donc, ce sont des dossiers qui sont très protégés. Les seuls dossiers qui ne sont pas protégés, ce sont vos dossiers à vous. Et puis les dossiers des documents. Les dossiers système comme bin, dev, etc, lib, lib64, tous ces dossiers-là, enfin beaucoup de dossiers, opt, etc., sont des dossiers protégés du système. Donc en général, vous n'y touchez pas, vous n'allez même pas voir ce qu'il y a dedans. Enfin, vous pouvez les voir par curiosité, bien entendu. Mais en tout cas, il faut faire attention. Par contre, il y a des dossiers là-dedans qui contiennent vos documents, que ce soit sur le disque dur ou sur des disques durs externes. Par exemple, ici il y a un dossier qui s'appelle Home, c'est-à-dire maison. En fait, c'est votre maison. Donc si je l'ouvre, vous voyez que j'ai un dossier qui s'appelle Michel. C'est-à-dire, mon nom d'utilisateur, c'est Michel. Et si je double-clique dessus, je vais avoir, comme quand vous êtes dans mes documents, je vais avoir mes documents personnels. Alors là, bien sûr, je peux effacer et mettre ce que je veux. Créer des dossiers, etc. Alors, ça se fait pour mettre des
des documents, les enlever. Vous pouvez soit cliquer dessus. Alors, vous mettez dessus, vous appuyez avec le bouton droit et vous avez des tas de choses. Alors, c'est le bouton droit qui sert très souvent. Hein. Vous pouvez couper, coller, supprimer. Vous pouvez aussi passer par ce menu qui est ici. Les 3 barres ici. Ça, c'est une icône qui est très courante et qui signifie, quand il y a 3 barres comme ça, qu'il y a un menu. Vous le voyez en haut à droite ici. Donc ici, il y a un menu que vous pouvez utiliser pour ajouter des dossiers et un certain nombre de choses. Mais ça, il faudra prendre l'habitude de s'en servir pour ceux qui ne savent pas le faire, qui n'ont pas encore appris à le faire. Donc ça, c'est mon dossier personnel qui contient à la fois mes documents personnels et des paramètres personnels, par exemple mes favoris de Firefox. Il y a des dossiers pour Firefox, il y a des dossiers pour un peu tout là-dedans, qui sont quelquefois dans des sous-dossiers, bien entendu. Donc, tout ça, vous voyez, là, j'ai des documents de LibreOffice. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dossier personnel. Alors, bien sûr, moi, je suis passé par un chemin long, mais je vais revenir, on va voir qu'il y a des raccourcis pour arriver à ces dossiers, bien entendu. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je suis en train de faire là. Là, je suis en train de vous montrer la structure générale. Donc, je reviens en arrière, je remonte sur la racine. Alors, je remonte dans Home. Alors, s'il y avait un deuxième utilisateur, vous voyez, quand j'étais dans Home, donc j'étais dans la racine, ici, dans Home. Et s'il y avait un deuxième utilisateur, il y aurait ici un deuxième nom. Et il y aurait les documents de ce deuxième utilisateur. Mais je ne pourrais pas les voir. Je verrai le dossier, mais je ne pourrais pas rentrer dedans, même pas les voir, si je n'ai pas le mot de passe du deuxième utilisateur. Donc tous les utilisateurs sont dans le dossier Home, leur dossier personnel est dans le dossier Home. Donc je reviens en arrière, je remonte à la racine. Un deuxième dossier qui contient des choses auxquelles vous avez accès, c'est Médias. Et là, vous avez Data. Et dans ce dossier, vous avez aussi des documents. Alors ça correspondrait à peu près au disque D pour les gens qui ont utilisé Windows et qui séparaient leur dossier personnel sur C et le dossier de leurs données sur D. Ça correspondrait en gros au disque D. Alors on peut l'appeler Data ou autrement. Moi je l'ai appelé Data, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Donc vous voyez, je suis passé là par... et dedans, bien sûr, j'ai des tas, par exemple, j'ai mes fichiers de musique, les fichiers ici, dans Documents. Là, vous l'organisez comme vous voulez. J'ai mis Documents ici. Et dedans, j'ai Audio pour la musique, Images, Biblio pour les textes, Vidéo, etc. J'ai dossier Zoom, parce que j'ai utilisé Zoom récemment. Donc, tout ceci, c'est dans Data. Et vous avez vu que je suis passé par... Je reviens sur le chemin. Ça s'appelle un chemin, donc, pour y arriver. Je suis passé de... Bon, je vais repartir de là. De la racine. Et j'ai pris Médias. Et dedans, j'ai Data. Ça, c'est en fait ce qui correspondrait sur mon ordinateur au deuxième disque dur. Le premier disque dur, en gros, il est dans mon document personnel, mon dossier personnel, et le deuxième disque dur, il est sur Data. Vous voyez que j'ai un autre dossier qui s'appelle Michel, et là, j'ai les clés USB. Alors, sur mon système, c'est un peu compliqué. Il y a 2 clés USB, mais il y a 4 dossiers, parce que les clés USB ont des partitions. Et donc, ce sont des partitions sur les clés USB. Donc, si je vais, par exemple, ici sur USB Data, ça c'est un nom que j'ai donné à la clé, ben, j'ai des documents à moi. Je peux bien sûr les modifier, rajouter des documents, faire des... Ça, c'est l'organisation globale de vos documents, si vous voulez. Donc, j'y reviens une dernière fois. Vous partez de là. Si vous suivez ce chemin-là, vous partez de la racine, vous allez soit dans vos dossiers personnels en passant par Home, soit dans les dossiers de votre disque dur, ou dans les dossiers des clés USB en passant par Médias. Alors vous allez me dire, c'est un peu compliqué de passer par tout ça. Et effectivement, en général, on ne fait pas ça. Je fais ça pour vous montrer l'organisation du système. En général, Data, vous voyez, il est ici. Donc vous y allez directement en cliquant là. Si je fais ça, je me retrouve exactement où j'étais tout à l'heure en passant par Médias Data.
De même, dans Data, j'avais un document, j'avais un dossier qui s'appelait Biblio. Ben, je vais directement dans Biblio, là il n'y a rien dedans pour le moment, donc je vais dans Biblio directement. Autrement dit, ça ce sont des raccourcis que j'ai créés moi-même vers tous les dossiers que j'utilise le plus souvent. Je peux en ajouter autant que je veux. Bon, il y a une limite à la taille de cette zone, mais en tout cas on peut en rajouter beaucoup. De même, votre dossier personnel qui est dans Home, en fait il est ici. Donc vous n'êtes pas obligé de passer par ceci. Ceci, c'est vraiment la manière la plus compliquée, mais en même temps, c'est intéressant d'y jeter un coup d'œil pour voir comment sont organisés les dossiers. Alors, la gestion des dossiers, c'est une question d'habitude, de pratique. Effectivement, quand on passe à Linux, au début, on est un petit peu perdu parce qu'on ne retrouve pas le disque C, le disque D, on ne retrouve pas mes documents. Encore qu'on peut créer quelque chose qui s'appelle mes documents et mettre ces documents dedans. C'est une question de dénomination, tout simplement. Mais ça demande un petit apprentissage. Donc il ne faut pas hésiter à faire des essais, à sauvegarder, à supprimer des fichiers. Encore une fois, vous ne risquez quasiment rien parce que si au moment où vous supprimez un fichier, vous demande votre mot de passe, c'est que vous êtes en train de faire une bêtise. C'est-à-dire que vous supprimez quelque chose qui va modifier son fonctionnement. Donc il va vous le dire. Donc il ne faut pas hésiter à expérimenter. Si vous voulez, le problème avec Windows, bien entendu, le problème, c'est aussi un des avantages de Windows, c'est comme il est installé sur les ordinateurs, la plupart des gens ont l'habitude de l'utiliser, donc ils ont l'habitude du système de fichiers de Windows, et donc on est un peu dépaysé. Il faudrait en fait faire ceux d'entre vous qui suivent les cours, qui ont suivi plutôt les cours d'initiation à l'informatique que font mes deux autres collègues à l'UTL, il faudrait faire la même chose ici. Il faudrait passer du temps à apprendre à sauvegarder ces fichiers. C'est fondamental. C'est fondamental parce que si vous faites un document et que vous arrêtez l'ordinateur, si vous ne l'avez pas sauvegardé, c'est pas plus Linux que Windows va vous le garder. Mais ça, il faut y passer un peu de temps. Alors, ces réglages, c'est-à-dire le fait d'organiser les fichiers comme vous avez envie, vous pouvez les faire au moment de l'installation. Alors, je reparlerai un petit peu de l'installation à la fin. En général, moi, quand j'installe un système Ubuntu, je viens de le faire pour l'une d'entre vous, la semaine dernière, je règle de façon à ce que les accès aux documents soient faciles. Mais ça demande quand même un petit apprentissage. Mais, par exemple, vous pouvez très bien ne pas avoir tout ce qu'il y a. Ce que vous aurez toujours, c'est dossier personnel, ça c'est obligatoire. Vous aurez toujours les fichiers récents. Alors ça, c'est quand vous venez de télécharger un fichier ou que vous venez d'utiliser un fichier ou de sauvegarder, il va se retrouver dans cette liste-là. Mais il va se retrouver aussi à un autre endroit si vous l'avez mis à un autre endroit. Mais ça permet de retrouver rapidement ce que vous venez de faire. Vous avez le bureau, c'est-à-dire ce qu'il y a sur votre bureau, vous pouvez y accéder par là. Bon, vous voyez, j'ai quelque chose sur le bureau. Par exemple, j'ai l'icône photo filtre que vous avez peut-être vu tout à l'heure sur le bureau. Donc elle est là dans le bureau. Et après, documents, téléchargement, corbeille, ils seront toujours. Tout le reste, alors ces icônes-là, ça dépend des clés USB qui sont actuellement dans votre qui sont actuellement accrochées à votre ordinateur. Et le reste, c'est vous qui le décidez. Il y a d'autres emplacements encore. Oui, par exemple, ici, d'ailleurs, il y a une faute d'orthographe, c'est moi qui l'ai écrit, je l'ai mal écrit. J'ai un dossier qui s'appelle Montano. C'est un dossier qui est quelque part très très loin dans l'arborescence, très très profond, mais dont je me sers très souvent pour préparer les cours de maths que je fais. Donc, si vous voulez, je vous montre comment on y va. Alors, soit j'y vais comme ça. Donc, je me retrouve... Vous voyez, tout le chemin pour y arriver est là. C'est-à-dire, là, c'est la racine. Il faut passer dans Data, Medoc, Devil, Org, Org-Inc, Org-Sit, One-and-One, Montano, Inc. Et ça, c'est le dossier que j'ai créé moi. Mais en fait, j'y accède en cliquant là. Donc, c'est un raccourci. Un favori, comme on dirait quand on parle des icônes qui sont à gauche. Et ces raccourcis, ils sont bien... Et vous pouvez les mettre et les enlever comme vous voulez. Moi, si par exemple, je commence à travailler sur un autre projet, j'enlèverai ce truc-là et je mettrai le dossier de l'autre projet à cet endroit-là. Bon, alors, je reviens
au dossier personnel un petit peu quand même, parce que ça c'est un dossier qui est important. C'est un dossier sur lequel vous pouvez mettre vos documents, mais moi je ne le conseille pas. Je conseille de mettre les documents dans Data, donc de faire votre propre organisation dans Data. Vous voyez, dossier application, j'ai mis moi, Audacity, c'est pour les fichiers de son, pour le traitement du son pour la radio de l'UTL. Mes documents qui sont eux-mêmes divisés en biblio, audio, etc. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait pour m'organiser. Dans dossier personnel, vous pouvez aussi mettre vos documents. C'est tout à fait fait pour ça. Mais en même temps, c'est aussi un dossier où Ubuntu met vos réglages personnels, par exemple vos favoris de votre navigateur Firefox ou autre, vos réglages de logiciels. Et donc moi, je conseille de ne pas mélanger les deux. Je conseille de ne pas en fait mettre vos propres documents dans dossier personnel. C'est un point de vue personnel, je le dis, d'autres personnes ne font pas comme moi. Et en général, quand j'installe Ubuntu pour des gens, comme ceux d'entre vous qui auraient envie que je le fasse, je l'organise comme ça. C'est-à-dire que je mets un dossier data séparé, et c'est là-dedans qu'il faut que vous organisiez vos documents, par exemple les textes que vous faites avec LibreOffice, ou les tableurs, si vous utilisez les tableurs, ou vos photos, ou vos images, votre musique. Moi, je les mets dans Data. Et là, dans Data, vous faites ce que vous voulez, vous organisez comme vous voulez. C'est bien aussi d'avoir tous les documents au même endroit pour les sauvegardes. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, les sauvegardes, mais vous savez que c'est très important, que ce soit sur Linux ou sur Windows, de faire des sauvegardes. Et donc, si vous avez tous vos documents dans Data, vous pouvez faire les sauvegardes en un seul clic, en fait. Si vous voulez tout sauvegarder, admettons, sur un disque dur externe par exemple, ou sur le cloud. Bon, vous voyez que c'est pas si compliqué que ça, mais c'est une question surtout d'habitude. Bon, peut-être il y aura des questions, n'hésitez pas encore une fois à m'écrire pour les poser. Alors, je vais terminer en parlant d'un outil un peu plus technique, donc je vais présenter, et qui est, disons, qui est utile dans les situations où on ne peut pas faire quelque chose d'un peu compliqué avec simplement les outils de l'interface. C'est extrêmement rare, mais en même temps, c'est aussi un outil qu'il faut comprendre et apprendre à utiliser, parce que c'est un outil qui permet de comprendre comment fonctionne l'ensemble du système. Alors cet outil s'appelle le terminal. On pourrait dire un terminal parce qu'il y en a plusieurs. Et en fait, c'est une boîte noire, vous allez le voir, dans laquelle on tape des instructions. Alors ça peut paraître un peu moyenâgeux pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui utilisaient Windows il y a très longtemps. Il y avait l'équivalent. Il y avait une boîte noire dans laquelle on pouvait taper des instructions, ça s'appelait le MS-DOS. La différence, c'est que le terminal, c'est du même type, c'est ce qu'on appelle un shell, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet d'accéder à l'ensemble du système. C'est-à-dire on peut tout faire avec le terminal, on ne peut pas toujours tout faire avec les interfaces que je vous ai montrées. Il y a des choses un peu techniques qu'on ne peut pas faire. Mais en fait, c'est réservé à des situations un peu particulières. Mais ce terminal, dans ce terminal, on tape des instructions qui, en général, sont écrites à l'aide d'un langage de programmation qu'on appelle Bash, B-A-S-H, et qui, à la différence de ce qu'il y avait avec MS-DOS, est extrêmement puissant. C'est-à-dire, c'est un véritable langage de programmation. Mais ça, c'est pas le point le plus important, en tout cas au début. Le point le plus important, c'est que ce terminal, il permet de, si on essaie de comprendre ce que l'on fait lorsqu'on l'utilise, il permet de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement. Et je sais que certaines et certains d'entre vous ont à cœur s'ils utilisent Linux, c'est aussi parce qu'ils ont à cœur de comprendre un peu comment fonctionne l'informatique. Et là, c'est un outil utile pour ce genre de choses. Alors le terminal, normalement on pourrait le mettre dans les favoris, moi je m'en sers très souvent, mais disons que, là je vais vous rappeler un petit point, pour
utiliser une application qui n'est pas dans les favoris, je vous rappelle ce que j'ai dit la dernière fois, il faut cliquer sur cette icône qui ouvre toutes les applications installées. Il faut vérifier que ici ce soit bien toutes qui soient validées. Il faut aller le chercher, donc moi je sais qu'il est, c'est par ordre alphabétique, donc terminal il est à peu près vers le bas. Et vous voyez ici vous avez un terminal, vous en avez même 3 différents. Donc 2 qui se ressemblent mais qui ne sont pas exactement la même chose. Donc on va utiliser celui-là, le terminal. Alors je vais, comme révision, on va dire, vous rappeler que si je veux le mettre à gauche dans le dock de manière définitive, ou tout au moins pendant le temps d'utilisation, je clique sur le bouton droit et je mets ajouter aux favoris. Et à ce moment-là, il apparaît là-bas. Pour sortir de cette boîte, où il y a toutes les applications, une façon simple, c'est d'appuyer sur Échappe. Échappe, c'est un peu une touche magique qui permet de sortir d'une situation où on ne sait pas trop comment faire. C'est un peu comme le bouton droit de la souris, qui est aussi une fonction magique dans Linux, parce que beaucoup de choses sont accessibles à un moment donné avec le bouton droit. Et ces choses qui sont accessibles, c'est souvent ce il est plus probable que vous allez avoir besoin de faire, ce qu'il est le plus probable dans la circonstance dans laquelle vous êtes. Donc ici, j'ai mis le terminal, donc je vais l'ouvrir, donc je clique dessus. Et vous voyez que c'est une boîte noire, je vous l'avais dit. Alors, ce qui est écrit là, en haut, c'est mon nom d'utilisateur et le nom de l'ordinateur. Alors, c'est écrit un peu comme une adresse Internet, mais ça n'a pas de rapport. C'est simplement, ça veut dire, en fait, l'adresse, le @ de l'arrobase, en fait, qu'on utilise dans les adresses Internet, ça veut dire, en fait, chez, CHEZ, donc c'est Michel chez Clévo01, qui est le nom de mon ordinateur. Et vous le retrouvez ici, donc, avec suivi de 2 points, et puis à la fin d'un $. C'est ce qu'on appelle l'invite de commande. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous voyez ça, quand c'est écrit votre nom d'utilisateur, le nom de votre ordinateur, et qu'il y a soit dièse, soit $, soit dièse, pour le moment c'est $, je vous expliquerai la différence, et puis vous avez normalement ici un curseur qui peut ou non clignoter, mais ça veut dire qu'il attend que vous tapiez quelque chose. C'est une invite de commande. Il attend que vous tapiez l'instruction. Alors je vais le mettre en plein écran, en double-cliquant là. Et donc, je vais vous montrer quelques instructions. Des instructions très simples. En réalité, c'est un langage complexe qu'il faut apprendre si on veut apprendre à l'utiliser à fond. Mais en réalité, au départ, on utilise très peu de choses. On utilise, par exemple, je vous en donnerai un exemple après, pour installer des applications qui ne sont pas directement accessibles dans la Logitech, qui sont quand même des applications Ubuntu ou Linux, mais qui ne sont pas accessibles dans la Logitech. Par exemple, les applications qui correspondent à des fonctions système un peu dangereuses ou complexes, ou ce qu'on appelle des fonctions de bas niveau, c'est-à-dire des fonctions qui n'ont pas d'interface graphique, mais qui servent quand même, et qui n'ont pas d'icône, autrement dit, dans le système, et on peut les installer de cette manière-là, en passant par la Logitech quand même, mais de manière détournée. Alors cette invite de commande, elle permet d'exécuter donc des actions. Le fait que ça soit indiqué Michel@Clévo01, ça veut dire que je suis là, le terminal considère que je suis au niveau de mon dossier personnel. C'est-à-dire que, vous avez vu tout à l'heure, je vous ai expliqué, le dossier personnel, c'est le dossier où j'ai quelques documents et mes paramètres. C'est dans le home, dans la maison. Et donc, là, ce symbole-là, Michel@Clévo, indique en fait mon dossier personnel. Et par exemple, je peux, tout à l'heure on a vu que dans mon dossier personnel, il y avait des applications, il y avait des documents, des dossiers. Eh bien, je peux, ici, regarder qu'est-ce qu'il y a dans mon dossier personnel. Donc, il y a une commande, c'est une des commandes les plus simples, on va dire, ça s'appelle ls. Alors, ls, les commandes de Linux sont des abréviations. ls, ça veut dire liste. C'est une abréviation de liste. Et quand je vais appuyer sur Entrée, alors appuyer sur Entrée, on appelle ça valider. Quand je vais appuyer sur Entrée, ça va s'exécuter. Donc, j'appuie sur Entrée.
Et voilà, il m'affiche tous les dossiers et les documents qui étaient visibles tout à l'heure dans l'explorateur. Vous vous souvenez, on était passé par ceci, par fichier. Là, il les affiche sur la page, c'est du texte, il affiche en mode texte. Et je peux lire là tout ce qui est en remontant. Je peux remonter là, je fais ça avec la souris ou avec le pavé tactile, en ce qui me concerne. Et vous avez des couleurs, parce que ça dépend si c'est des dossiers ou des fichiers, puis ça dépend aussi de la nature. Vous voyez, par exemple, ça, ce sont des fichiers MP4, donc ce sont des fichiers audio. Ça, ce sont des fichiers texte, HTML, qui se terminent par HTML, ODT, PDF, sur des fichiers texte. Donc, il y a une espèce de classement qui se fait par couleur. Alors là, vous ne voyez que les noms des fichiers. Alors, vous voyez que l'invite de commande, elle est apparue en bas. Je peux effacer l'écran si je veux, mais je peux continuer ici, en bas. Je ne peux pas descendre plus bas, il faut que je mette une commande ici. Il attend, c'est l'invite de commande, elle attend la suite. Alors, je vais par exemple modifier la fonction ls pour montrer d'autres choses concernant les fichiers. Alors, je tape ls. Alors, entre les différentes composantes d'une commande, il y a toujours des espaces. Un espace ou plusieurs espaces. J'expliquerai après pourquoi je vous donne toutes ces informations. Ça va être utile à certains d'entre vous, si vous vous décidez, et puis c'est utile à tous les gens, de toute façon, qui utilisent Linux à un certain moment. Donc, je tape ls, je mets un espace, et je vais mettre un paramètre. Alors, un paramètre, ça commence par un tiret, et puis les paramètres, bien sûr, il faut les comprendre. C'est pas la peine que vous mémorisiez ceci, hein. Je vous montre le principe. Quand vous aurez besoin de vous en servir, soit c'est parce que vous aurez vu dans la documentation un endroit où on vous dit de vous en servir. Si on vous dit, dans un terminal, faites telle chose, ben, il faut faire ça. Et moi, je vous le dirai. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà travaillé avec moi savent que quand on correspond par mail, quelquefois, quand il y a un blocage ou quelque chose qu'il faut faire sur leur ordinateur, je leur dis, ouvrez un terminal et tapez, par exemple, ici, ls, alors tirer, et je mets en le collant LA. Je n'explique pas ces commandes. C'est toujours la commande ls, mais simplement, elle va me donner plus d'informations. Donc, en appuyant sur Entrée, vous voyez que c'est organisé différemment. C'est-à-dire que maintenant, j'ai la liste, encore, de toutes les... Alors, je peux remonter, bien entendu, de tous les fichiers et de tous les documents, les fichiers, les dossiers qui sont dans mon dossier personnel, mais maintenant j'ai des informations. Alors ces informations, elles sont compliquées, mais elles sont utiles quand vous voudrez comprendre un peu plus en profondeur. Elles ne sont pas nécessaires. Vous pouvez très bien utiliser Ubuntu. Moi, je connais plein de gens autour de moi qui utilisent Ubuntu à cause de moi, et qui ne s'intéressent absolument pas à ça. C'est-à-dire que eux, ils utilisent Ubuntu comme la majorité des gens utilisent Linux, et quelquefois, ils ne voient même pas la différence. Ils utilisent des interfaces graphiques. Mais vous voyez, je vais donner quelques petites explications. Vous avez des informations. Ici, vous avez, par exemple, la date de création du fichier, avril 13 2020. Donc, c'était créé le 13 avril 2020. Là, vous avez la taille du fichier en octets. Là, vous avez le nom du propriétaire. Alors ça, c'est ce qu'on appelle les droits. Linux a un système de droits, de permission sur tous les fichiers. C'est-à-dire que un fichier, vous pouvez faire quelque chose dessus, l'effacer, le modifier, etc., de déplacer, à condition que vous ayez les droits. Alors, le premier droit que vous devez avoir, c'est qu'il soit à vous, ce fichier. Et là, vous voyez que c'est marqué Michel, donc il est à moi. Pourquoi c'est marqué 2 fois Michel? Parce que il y a des groupes d'utilisateurs, et moi, je suis Michel dans le groupe Michel. Quand on crée le premier utilisateur, on le met dans le groupe qui porte le même nom que lui. Il peut y avoir des groupes, et il y a des droits pour les groupes aussi. Alors ça correspond les droits à ce qui est écrit là, que je ne vais pas tout expliquer, parce que, pour le moment en tout cas, parce que c'est un peu complexe. Mais j'y reviendrai parce que c'est important. J'y reviendrai petit à petit. Donc ça veut dire que ce fichier, sous ces fichiers, de toute façon c'est mon dossier personnel, donc ils m'appartiennent. Donc je peux faire ce que je veux dessus. Mais supposons que quelqu'un d'autre, d'ailleurs quelqu'un d'autre ne pourrait pas accéder à ça s'il n'a pas mon mot de passe. Donc c'est un mauvais exemple. Mais admettons qu'il puisse y accéder, bah si le fichier ne lui appartient pas, il ne pourra pas le supprimer par exemple.
si c'est écrit Michel et que lui c'est un autre utilisateur, en admettant qu'il puisse y accéder, ben, il ne pourra pas le supprimer, il ne pourra même pas le déplacer. Selon les droits qu'il a. Alors les droits sont indiqués par ces lettres-là. Vous voyez qu'il y a beaucoup de lettres. Alors ça commence par exemple ici soit par un tiret, soit par un D. Alors ça c'est facile à comprendre. Quand ça commence par un D, c'est que c'est un dossier. Quand ça commence par un tiret, c'est un fichier. Donc vous voyez celui-là, d'ailleurs, il a une couleur différente, c'est un dossier. Donc ça veut dire que ça, je pourrais l'ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Tandis que ça, c'est un fichier. Je pourrais l'ouvrir aussi, mais c'est pas le même. Un dossier, c'est une boîte qui contient d'autres fichiers. Et puis tout ce qui suit après, c'est les droits sur ce fichier. Ça veut dire quoi les droits? Bien parce que il y a 3 groupes de droits. Et pour chaque groupe, il y a le droit d'écriture, le droit de lecture et le droit d'exécution. Et on peut modifier tout ça. Je vous donnerai après un exemple. On verra après un exemple où c'est pas du tout. Là, j'ai tous les droits, surtout, pas vraiment d'ailleurs. Hein. Par exemple, ici, le 3e groupe, c'est le groupe de ce qu'on appelle l'administrateur. Mais l'administrateur n'a pas le droit de modifier ce document-là. Parce que ici, il y a le droit de le lire, parce qu'il y a les lettres R, mais il n'y a pas le W qui indique qu'il aurait le droit d'écrire dessus, et ni le X qui indiquerait qu'il aurait le droit de l'exécuter. Donc si l'administrateur, c'est une fonction des utilisateurs supérieure à celle de l'utilisateur principal, et qui permet, j'en parlerai après, qui permet d'avoir d'autres droits, autrement dit. Par contre, l'administrateur a des droits sur des dossiers et des fichiers à un autre endroit où moi, je n'ai pas les droits. On va y venir tout de suite. Et je parlerai d'administrateur après. Bon, voilà 2 exemples. Je vous ai donné 2 exemples de fonctions, ls et lsla. Alors, quand on tape beaucoup de fonctions, il faut savoir que ça peut paraître fastidieux de taper. Quelquefois, les fonctions sont à rallonge. Il y a beaucoup de trucs à taper sur la même ligne. Mais comme on tape souvent la même chose, vous pouvez ici, en appuyant sur vous voyez le curseur en bas qui attend là, à l'invite. Si vous appuyez sur la flèche qui va vers le haut, vous pouvez remettre les commandes précédentes. Alors, il y en a d'autres avant, puisque moi je travaille dessus depuis longtemps. Donc, vous voyez par exemple, une commande assez longue. Et en remontant, je retrouve toutes peut-être pas, mais quelques centaines de commandes que j'ai tapées dans les jours précédents. Donc j'ai pas besoin de les mémoriser, parce qu'en fait je peux les retrouver très rapidement. Vous voyez, vous avez des fonctions qui sont quelquefois très complexes. Bon, et là je redescends pour revenir à l'invite. Donc je peux me déplacer vers le haut et vers le bas avec les flèches dans ce qu'on appelle l'historique. Tout à l'heure j'ai parlé d'historique. Moi je n'efface pas l'historique parce que justement ça me permet de revenir sur les commandes précédentes. Mais tout à l'heure j'avais dit que c'était une faille de sécurité quand même. Bon, c'est pas très dangereux sur un ordinateur comme le mien qui ne circule pas beaucoup. En général c'est dangereux pour les gens qui font des administrateurs de réseau, etc., qui veulent qu'on ne trouve pas les fonctions qu'ils ont utilisées avant eux et qu'on les utilise à mauvais escient. Donc voilà 2 exemples. Je vous donne un 3e exemple, c'est clear. Alors il n'y a pas clear, ça efface et ça remet l'invite en haut. Alors, là pour le moment en tapant ls, vous voyez que j'ai eu la liste des fichiers de mon dossier personnel. Supposons que je veuille la liste des fichiers de la racine du disque dur. Vous vous souvenez, la racine, c'est le slash qu'on a vu tout à l'heure. Alors, je vais taper cd, un espace, slash. Vous pouvez mettre un ou plusieurs espaces. Ça n'a pas d'importance. Le nombre d'espaces n'a pas d'importance, mais il faut qu'il y en ait au moins un. cd, ça veut dire changer de dossier. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre, il parle en français. Non, c'est parce qu'en anglais, c'est les mêmes initiales, c'est Change Directory. Donc, CD et la racine, donc, c'est le slash. Donc ça veut dire me mettre dans le dossier. Alors, vous voyez qu'il a, c'est pas très visible, mais il a mis ici le dossier racine écrit juste après
mon nom. Bon. Et là, je suis à nouveau dans une invite, donc je vais faire la même chose. Je vais taper ls. Vous voyez que déjà, j'ai beaucoup moins de choses. Là, je suis dans le dossier que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais faire comme tout à l'heure, ls espace -la. LA, ça lui dit qu'il faut ajouter des informations. Ce sont des paramètres, ça s'appelle, des paramètres de la ligne de commande. Ce que je suis en train d'écrire là, ça s'appelle une ligne de commande. Donc, ça donne ça. Alors, vous voyez déjà que l'utilisateur qui possède ces dossiers, c'est plus moi, c'est root. Root, c'est la racine. C'est le super utilisateur. Donc moi, en tant que Michel, je ne peux pas aller supprimer ces dossiers-là. Il me faut le mot de passe de root. Le mot de passe du super utilisateur. Bien sûr, je le connais puisque, étant donné que je suis le seul utilisateur, je suis aussi le super utilisateur. Mais il faut que je change de droit pour pouvoir accéder à ces documents-là. Et vous voyez qu'ici, la répartition des droits est très différente de tout à l'heure. Il y en a certains, par exemple, qui sont, comme tout à l'heure, avec tous les droits possibles. Alors, ce sont des fichiers très particuliers qu'on appelle des liens. Ils commencent par un L, des liens symboliques. Tout ça, vous apprendrez petit à petit à le comprendre, même si ça vous intéresse, parce qu'encore une fois, on peut très bien se passer de tout ça, bien entendu. Et donc, ici, vous avez, comme tout à l'heure, donc root fait partie du groupe root. Ce n'est pas toujours le cas. Ici, comme il n'y a qu'un utilisateur et qu'un super utilisateur, il n'y a pas beaucoup de groupes. Mais on peut constituer des groupes d'utilisateurs qui auront des droits selon leur groupe, selon leur appartenance au groupe. Et donc, ça donne la même chose que tout à l'heure. Alors, vous voyez que la commande cd, elle m'a permis de me déplacer dans un dossier qui n'est plus le mien, qui n'est plus mon dossier personnel. Si je veux regarder ce qu'il y a dans le dossier bin, ici, eh bien, je suis là, je tape cd bin. Et puis, je tape, alors vous voyez qu'il a mis /bin, ça c'est ce qu'on appelle le chemin, /bin, c'est-à-dire le dossier bin dans la racine. Et là, si je tape ls espace la, eh bien, j'obtiens, alors ce qu'on appelle le dossier bin, c'est le dossier, je l'ai dit tout à l'heure, des fonctions de base du noyau Linux. Ce sont des fonctions qui sont toutes appartiennent au super utilisateur, vous voyez. En fait, le super utilisateur, il faut le voir d'une certaine façon comme l'ordinateur lui-même, quoi, en fait. C'est-à-dire, c'est l'ordinateur personnifié. Il a presque tous les droits. Presque, vous avez vu tout à l'heure que tout ne lui appartenait pas pour autant. Mais il a presque tous les droits sur le système, en tout cas. Bon. Alors, vous voyez que là, vous avez à la fois des dossiers, des liens, des fichiers, et ça, c'est... Tout ça, ça a été mis sur l'ordinateur au moment de l'installation d'Ubuntu. C'est pas moi qui ai créé ces fichiers, bien entendu. Quand vous installez Ubuntu sur l'ordinateur, eh bien, il installe des milliers de fichiers, comme Windows, hein, comme le fait Windows, sauf que, en général, quand vous l'achetez, tout est déjà fait. Et donc, quand vous faites l'installation d'Ubuntu, à partir d'une clé USB ou d'un CD, ben, il installe tous ces dossiers, tous ces fichiers qui font fonctionner Linux. Et tout ça, vous pouvez y accéder. Il suffit que vous deveniez super utilisateur. Pour devenir super utilisateur, il y a une commande aussi. Alors, je vais parler un peu de ça. Alors, j'efface parce que c'est pas très, on voit pas très bien quand j'écris en bas de l'écran, peut-être. Encore que ça ne va pas faire une grande différence. Donc, j'efface et je reviens en haut. J'ai tapé clear, hein, C-L-E-A-R. Alors, je vais revenir dans mon dossier personnel. Alors, pour revenir dans mon dossier personnel, qu'est-ce que je vais taper? Ben, je vais taper cd. Et mon dossier personnel, vous vous souvenez, il s'appelle home et il est dans la racine. Donc, je mets la racine, je mets un espace d'abord, je mets la racine, je tape home, et puis un nouveau slash, et je mets Michel, puisque mon dossier s'appelle Michel et est dans la racine. Et vous voyez, je suis revenu au départ, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de dossier ici parce que je suis dans mon espace personnel. J'y suis passé par le chemin racine, maison, home et Michel qui est mon dossier. Et là, si je fais ls, on verra ce qu'on a vu au départ. Bon, alors, j'ai dit tout à l'heure que on pouvait, une des fonctions principales pour laquelle on utilise, en tout cas au début,
quand on a besoin au début du terminal, c'est surtout pour installer des choses qui ne sont pas dans la médiathèque. On peut aussi, dans la Logitech, on peut aussi installer ce qu'il y a dans la Logitech. Si je veux installer, sauf que là c'est déjà fait, mais si je veux installer LibreOffice, je peux passer, en admettant qu'il ne soit pas installé, je peux passer par la Logitech, dont j'avais parlé la dernière fois, mais je peux aussi passer ici. Je vais vous expliquer comment. Alors, pour installer, je vais supposer que je veux installer LibreOffice et que je ne passe pas par la Logitech. Donc, il y a une commande pour installer qui est composée de deux mots. Apt. Alors, apt, vous allez le voir souvent. Ça vient de aptitude et c'est la commande qui permet d'être apte à installer quelque chose, mais aussi à désinstaller, à supprimer quelque chose. Donc, il y a une deuxième commande. Ici, je veux mettre apt, espace, pardon, installe. Et je vais mettre après le nom du logiciel que je veux installer, c'est-à-dire LibreOffice. Bon, là, il va me dire qu'il y est déjà, mais je simule quelque chose que vous le ferez pour d'autres, vous aurez à le faire pour d'autres logiciels quand vous trouverez une documentation qui vous demande de le faire de cette manière. Donc, je mets apt install LibreOffice. Vous allez voir ce qui se passe. Donc, vous voyez qu'il y a un espace entre les trois mots. Donc, je répète, apt, c'est, vous pouvez le mémoriser, c'est pas ça que ça veut dire en réalité, mais ça veut dire c'est aptitude, c'est l'aptitude à installer, autrement dit. Vous avez la capacité d'installer. Alors, si vous vouliez supprimer un fichier, ça serait apt, et après, vous mettez delete, apt, delete, quelque chose. Ou apt, purge, quelque chose. Alors, ce sont toujours des mots anglais, mais quelquefois, ils ressemblent aux mots français, comme purge. Donc c'est purger, mais ça veut dire supprimer vraiment tout. Il y a aussi un point très important de Linux par rapport à Windows, c'est que lorsque vous supprimez un logiciel, contrairement à ce qui se passe avec Windows, il ne reste plus aucune trace du logiciel qui traîne dans vos fichiers, dans votre système. Bon, donc je tape apt install LibreOffice. Donc en théorie, je lui dis, je voudrais installer LibreOffice. Et il me dit, impossible d'ouvrir le fichier verrou. Pourquoi? Parce que je ne suis pas super utilisateur. Je ne peux pas installer quelque chose si je ne suis pas super utilisateur. Installer quelque chose, c'est modifier le fonctionnement du système. Oui, il me dit, avez-vous les droits de super utilisateur? Alors, je les ai, les droits, donc je vais les utiliser. Mais quelqu'un qui prend votre ordinateur et qui n'a pas le mot de passe de super utilisateur, eh bien, il ne pourra pas installer quelque chose sur votre ordi. Et du coup, contrairement à ce qui se passe avec Windows, qui lui permet d'installer des applications sans donner de mot de passe, il suffit d'appuyer sur Entrée quand il vous demande s'il veut le faire. Ben, contrairement à lui, sous Linux, c'est impossible, il faut taper le mot de passe à chaque installation. Et du coup, par exemple, c'est extrêmement difficile pour les virus de s'installer. Les virus sont des applications. Mais à moins qu'ils aient trouvé le mot de passe, ce qui est extrêmement difficile parce qu'il est codé, avec un système de codage extrêmement puissant, et donc ça n'arrive quasiment jamais, quoi. Quand ça arrive, c'est qu'il y a une faille qui est due au fait que la personne qui vous envoie le virus, elle connaît votre mot de passe, quoi, en fait. Bon, par des moyens détournés. Donc comment faire, puisqu'il ne veut pas que je le fasse? Et vous pouvez le répéter, il ne va pas changer d'avis. Hein. Je peux taper un nouveau apt install, il ne va pas changer d'avis. Eh bien, il y a une commande particulière qu'il faut mettre devant, c'est sudo. Alors, sudo, ça veut dire super utilisateur do. C'est-à-dire, super utilisateur fait, et puis je remets ma commande, avec un espace. Apt install LibreOffice. Oui, je ne crains pas de l'installer, bien qu'il soit déjà installé, ça ne posera jamais aucun problème, ça, il va me dire que c'est déjà installé. Donc là, j'appuie sur Entrée, et qu'est-ce qui se passe? Ben, il demande mon mot de passe. Alors, il dit mot de passe de Michel, parce que c'est moi, mais en fait, c'est le mot de passe du super utilisateur que je dois donner là. En fait, dans mon cas, c'est le même. Donc, je tape mon mot de passe. Alors, remarquez que quand je le tape, là, vous ne voyez rien. C'est-à-dire que vous ne savez même pas combien il y a de lettres.
à moins que vous ayez entendu le nombre de lettres, comme j'ai tapé un peu fort sur les touches. Mais en fait, il ne met même pas des points pour indiquer, parce que déjà, le nombre de lettres, c'est une indication sur votre mot de passe. Donc, là, j'ai tapé mon mot de passe et j'appuie sur Entrée. Vous voyez que le curseur n'a pas... Alors, il va me dire ce qu'il va faire. Voilà, alors, il vérifie un tas de choses. Alors, là, c'est toujours intéressant de lire ce qu'il fait. Il dit, lecture des listes de paquets. Alors, les paquets, c'est des applications, en fait. Construction de l'arbre des dépendances, lecture des informations d'état. En fait, il regarde la liste des paquets des logiciels installés. Et il me dit, LibreOffice est déjà la version la plus récente. Il me donne le numéro de version. Et après, il me dit que je pourrais supprimer un certain nombre de choses pour nettoyer l'ordinateur, mais je ne suis pas obligé de le faire. Vous voyez qu'il il me dit comment faire. Et ça n'a aucun rapport, à vrai dire, parce que quand vous faites une commande d'installation, il vérifie le système, donc il en profite pour vous dire que vous pourriez nettoyer quelque chose pour gagner de la place. Bon, moi, je ne manque pas de place. Donc, il me dit les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires. C'est-à-dire qu'au cours des trucs précédents, j'ai dû installer des choses qui ont été remplacées par d'autres. Il me met la liste des paquets, vous voyez, Linux HWE 544, ce sont des paquets très techniques qui qui font fonctionner l'ordinateur, et il me dit, veuillez utiliser sudo, alors vous voyez, il faut que je repasse en mode super utilisateur, apt auto remove, c'est-à-dire enlever automatiquement pour les supprimer. Et je vais le faire d'ailleurs, bien que vous ne le faites pas, ça ne posera jamais de problème. Simplement, vous avez quelques fichiers en trop sur votre ordinateur, mais s'il vous dit ça, c'est qu'il ne les utilise plus. Donc il vous prévient que si vous voulez les enlever, si vous avez le temps, si vous voulez gagner de la place, vous pouvez le faire. Donc je tape ce qu'il me dit, sudo, un espace, apt auto remove, et j'appuie sur Entrée. Il le fait. Alors il me prévient, il me dit, les paquets suivants, vous voyez qu'il y a pas mal de vérifications, sont enlevés, est-ce que vous êtes d'accord? Et donc je dois lui dire si je suis d'accord. Bon, donc il me demande si je veux continuer. Vous voyez qu'il a mis oui ou non, O ou N. Si j'appuie sur Entrée, comme c'est O qui est en majuscule, c'est ça qui sera pris par défaut. Donc en appuyant sur Entrée, je vais pouvoir continuer et supprimer les logiciels qu'il me propose, ou les paquets plutôt qu'il me propose d'enlever. Alors vous allez me dire, mais en fait il n'a pas demandé le mot de passe, bien que j'ai mis sudo. Alors ceci est dû à une particularité qu'on peut régler aussi, mais qui est tout à fait utile, c'est que lorsque vous avez mis le mot de passe une fois dans une instruction qui commence par sudo, ce mot de passe reste valable un certain temps, c'est-à-dire en gros un quart d'heure. Donc, si vous utilisez plusieurs fois de suite la commande sudo, il ne va pas vous demander à chaque fois le mot de passe. Donc j'appuie sur Entrée, et il va faire ce qu'il m'a proposé de faire. Il fait la suppression des fichiers. Voilà, et c'est terminé. Bon, c'est assez rapide. Et à nouveau, donc, je peux, dans l'invite de commande, je peux ajouter une autre commande. Alors, ceci, je le répète, certains d'entre vous ont eu à le faire, soit pour installer des applications, soit dans certains cas pour modifier des paramètres du système qu'on ne peut pas modifier avec le panneau de configuration que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, c'est bien de savoir que ça existe, et si par hasard, donc pour les gens qui n'ont pas encore travaillé sur Linux, mais qui veulent commencer, vous aurez, souvent je vous préciserai si vous vous adressez à moi, ce qu'il faut faire. Quand vous regardez une documentation de Linux, par exemple vous voulez installer un logiciel qui n'est pas un logiciel libre, ça peut arriver bien sûr, vous pouvez avoir, je vous donnerai un exemple d'ailleurs bientôt, vous pouvez avoir à installer un logiciel qui n'est pas dans la Logitech et qui n'est même pas donc accessible ni par l'interface graphique ni par sudo apt install. Alors dans ce cas,
vous cherchez dans la documentation d'Ubuntu, qui contient aussi des informations sur les logiciels non libres, parce que quelquefois ça peut être nécessaire. Et dans ce cas-là, vous aurez dans la documentation d'Ubuntu, je vous rappelle, c'est doc-ubuntu.fr sur Internet, vous aurez les indications pour faire ce que je suis en train de faire là. Quelquefois, c'est un petit peu plus compliqué. Et en général, il n'y a pas besoin de recopier, parce que si vous recopiez, vous risquez de faire des erreurs d'écriture. Bien qu'en soi, ça ne porte pas à conséquence, mais vous aurez quelquefois à recommencer si c'est le cas. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est des copier-coller. C'est-à-dire que quand vous avez une commande dans la documentation qui vous est demandé de faire, pour une action que vous cherchez à faire, eh bien, vous faites un copier-coller entre la documentation sur Internet et le terminal, qui est ici, avec votre souris, avec la souris ou avec le bouton droit de la souris. On peut le faire aussi avec le clavier, mais pour le moment, je n'en parle pas. Alors, là, je vais fermer le terminal. Donc, vous avez vu que pour accéder au terminal, soit il est installé de toute façon, hein, puisque c'est une des premières applications que le système Ubuntu installe. Il installe le terminal parce que c'est un outil de travail, un outil d'interface avec lui, avec le système. Donc, pour l'utiliser, par contre, vous allez le chercher dans les applications, ou bien vous le mettez une bonne fois pour toutes sur le dock à gauche. Et il y a une troisième possibilité qui est rapide, mais il faut se souvenir, c'est une combinaison de touches. On appelle ça un raccourci clavier. Vous appuyez en même temps, je le fais en le disant, vous appuyez sur la touche CTRL, qui est à gauche en bas de votre clavier. Vous laissez le doigt appuyé dessus, vous appuyez sur la touche Alt, qui est à côté de la barre d'espace, et vous laissez le doigt dessus, et vous appuyez une seule fois, cette fois-ci, et assez rapidement, sur T. Et le terminal apparaît. CTRL, Alt, T. Il y a beaucoup de combinaisons de touches de ce type-là, du type CTRL majuscule quelque chose, CTRL, Alt, quelque chose, ou tout simplement CTRL, quelque chose, ou bien Super, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la touche Windows, quelque chose. Il faut savoir que dans ce cas-là, c'est une combinaison de touches qui se termine par une lettre. En fait, il faut laisser les doigts appuyés sur les touches précédentes et appuyer une seule fois sur la lettre en lâchant tout. Si ça ne marche pas, il faut recommencer. Donc là, vous voyez que je peux bien sûr ouvrir plusieurs terminaux en même temps. Si je refais CTRL ALT T, j'ai un deuxième terminal qui s'ouvre. Alors ça, les gens qui travaillent dans l'administration des réseaux, par exemple, ils ont souvent plusieurs terminaux comme ça, parce qu'ils lancent une application. Quelquefois, dans les films de science-fiction, on voit ça. Ce qu'on voit souvent, c'est justement des terminaux, parce que c'est extrêmement utilisé dans les milieux professionnels. Ça a une puissance extraordinaire. Donc là, je modifie sa taille. Mais vous pouvez en avoir plusieurs. Et par exemple, vous lancez une commande dans l'un, et vous voulez voir ce qui se passe, et la commande peut prendre du temps. Donc vous la laissez se faire, et en même temps, vous pouvez commencer une autre commande dans un autre terminal, et ainsi de suite. Linux est un logiciel multitâche, comme tous les systèmes d'exploitation, est un système d'exploitation multitâche. Donc ça veut dire que vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Alors, en réalité, si on réfléchit un petit peu, c'est un peu plus compliqué que ça. Dire qu'il faut faire plusieurs choses en même temps, ça veut dire deux choses. Ça peut vouloir dire deux choses différentes. Soit vous avez un ordinateur, disons, qui date d'il y a 5 ans, où il y a un seul microprocesseur. Et dans ce cas-là, quand on dit qu'il peut faire plusieurs choses en même temps, ça veut dire que vous pouvez lancer plusieurs applications en même temps. Vous allez avoir l'impression, par exemple dans ces terminaux, vous allez voir défiler les actions qui sont en train de se passer, en supposant qu'elles durent un peu de temps, disons quelques minutes. Vous allez avoir l'impression que ça va se passer en parallèle dans les deux. En réalité, c'est simplement une impression, parce qu'il n'y a qu'un microprocesseur dans ce cas, et ce qui se passe, c'est qu'ils se partagent le temps d'exécution. Ça, c'est géré par l'unité centrale et par le noyau Linux.
ils se partagent le temps d'exécution, mais à une vitesse extrêmement grande qui fait que vous avez l'impression qu'ils travaillent en même temps. Par contre, sur les ordinateurs récents, comme celui sur lequel je suis, il y a plusieurs microprocesseurs, et là, vous avez un véritable multitâche. C'est-à-dire que vous avez un processeur qui fait une action, un deuxième processeur qui fait une autre action. Et si vous avez 2 processeurs et 3 actions, ben, il y en a un qui fait 2 actions, et en multitâche aussi, et l'autre qui fait la 3e action, par exemple. Enfin bon, c'est même encore un peu plus compliqué que ça, mais disons que l'impression que ça se passe en même temps, c'est quelquefois qu'une impression, ça dépend de la structure de votre ordinateur. Bon, alors je vais arrêter là pour aujourd'hui, parce que ça fait déjà pas mal de temps que je parle. Et bon, je voudrais arriver quand même maintenant à faire quelque chose d'un peu concret. Là, je n'ai fait que des choses générales, un peu pour introduire ce système pour les gens qui ne le connaissent pas bien. Donc, encore une fois, vous pouvez m'écrire pour avoir des réponses à vos questions. Après les vacances, étant donné que je pense qu'on sera encore confiné, je vais commencer à utiliser un éditeur, c'est-à-dire un outil qui va permettre de taper du texte pour commencer à expliquer comment faire des pages web, comment faire un site internet. Pour cela, pour les nouveaux, on va dire, il faudra que vous installiez cet éditeur. Donc au prochain cours, quand vous aurez votre ordinateur devant vous, et j'expliquerai comment le faire. Il faudra que vous ayez une connexion Internet. Ou alors vous regarderez, puis vous prendrez note et vous le ferez après. Justement, on sera dans la situation où l'éditeur que je vais employer est libre, mais n'est pas dans la Logitech, donc on emploiera les outils dont j'ai parlé aujourd'hui. En attendant, donc, je vous souhaite de bonnes vacances de Noël et de bonnes fêtes de fin d'année, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et donc, j'espère vous retrouver toutes et tous en janvier. Au revoir et à bientôt.